Bon, bah, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Donc on a la chance de recevoir Arturo ce soir, donc, qui est un spécialiste de la physique solaire et qui va nous parler un peu plus du chauffage au milieu de la couronne solaire et puis du projet de coronographe au pic du Midi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, deux choses avant de commencer. La première, c'est remercier Adrien pour m'avoir invité à donner cette conférence. J'espère qu'il ne les regrettera pas. La deuxième, vous demander des excuses, pardon pour mon accent. J'espère que c'est suffisamment clair. De temps en autre, il y a des phrases qui vont sortir qui n'ont pas de sens en français. J'espère que vous ferez l'impasse et vous traduirez de l'espagnol. Bon. Ce que j'ai proposé à Adrien, c'est de parler du chauffage de la couronne solaire et pourquoi c'est un problème. Et pour commencer au début, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de la chauffage de la couronne solaire, pourquoi la couronne doit être chauffée du tout, et quelle est la température de la couronne déjà. Donc on va commencer par là, et on va voir quel est le problème et on va voir si on arrive à résoudre. Donc, première image, peut-être ceux d'entre vous qui ont vu des éclipses, qui ont eu la chance d'assister à une éclipse totale, ou sinon, dans les journaux télévisés, l'année dernière, l'éclipse des États-Unis, peut-être ont vu des images comme ça. Cette espèce de chevelure autour du disque occulté du Soleil, c'est ça qu'on appelle la couronne. Et donc, notre problème ce soir, c'est déterminer la température de cette chevelure, de cette couronne, et voir pourquoi ça pose un problème. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va la résoudre, parce que ça c'est de la lumière blanche, et dans la lumière blanche, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc on va aller vers une image qui est plus parlante du point de vue scientifique. La voici, c'est une image prise au pic du Midi par les instruments de CLIMSO, gérés par les observateurs associés, donc Adrien fait partie, et donc je vous invite à vous intéresser, parce que c'est un groupe d'amateurs qui gèrent des instruments professionnels, et qui font de belles observations. Et ce que vous voyez ici, c'est une image composite des des instruments de CLIMSO. La lunette qui observe la surface du Soleil, si vous permettez l'expression. Bien entendu, ce n'est pas une surface solide, hein, mais on appelle ça la surface, la photosphère. Voilà les deux mots que je vais utiliser pour parler de ce disque jaune. Au-dessus de ce disque, vous voyez là, cette lumière orange avec cette espèce de chose qu'on appelle des protubérances. C'est des gaz qui est là, tenu par un champ magnétique, et je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est un de mes champs de travail, mais ce n'est pas le but aujourd'hui, donc j'arrête là, les protubérances. Ça c'est observé par un coronographe, que c'est l'instrument de prédilection de lequel on va parler, un instrument qui fait semblant d'avoir un éclipse, en mettant un disque occulteur, et avec d'autres gadgets un peu secrets que je ne vais pas parler aujourd'hui, il se débrouille pour cacher la lumière du disque solaire et permettre de voir la couronne. Et on l'utilise tout d'abord pour voir les protubérances. Et puis il y a cette lumière verte avec cette chose qui apparaît là, avec une espèce de boucle que vous voyez là. Et ça c'est la vraie couronne de laquelle on se préoccupe. Et là on le voit qu'avec une structure et dans une seule longueur d'onde, ce qui nous permet d'y accéder à l'information physique qui nous intéresse. Bon, voilà un peu le scénario dans lequel on va bouger. Donc, on veut mesurer les températures. Comment on fait? Les idées stupides, je mets la main, c'est chaud, non, ça ne marche pas. D'ailleurs, on ne peut pas y aller. Non pas qu'on ne voudrait pas, hein. Ça peut paraître un peu con, mais moi j'aimerais y aller, voir. C'est chaud, mais enfin, j'aimerais quand même y aller. Bon, on ne va pas y aller, on ne sait pas y aller. Donc, ce qui nous reste, c'est la lumière. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous des étudiants de sciences, et je peux me lancer avec des concepts scientifiques, ou il y a des gens qui sont d'autres domaines moins scientifiques, et donc je dois expliquer, mais enfin, on va faire un spectre de ça, j'espère que c'est suffisamment clair pour tout le monde. Ça veut dire prendre la lumière, la décomposer dans ses couleurs, donc voici l'image qui sort, c'est une très jolie image, voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel. Ces couleurs ont été divisées en 40 bandes qu'on appelle des ordres. On passe de l'infrarouge au rouge, au vert, au bleu, au violet, éventuellement à l'ultraviolet, j'ai coupé. On voit que de temps en autre, il y a des couleurs qui manquent, on appelle ça des raies. Chaque raie appartient à un élément atomique, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a de l'hydrogène sur le Soleil, qu'il y a du sodium, qu'il y a du magnésium, etc. Très bien.
l'image est jolie, mais comme ça, malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup de science. Donc, je suis désolé, mais pour faire de la science, il faut devenir un peu plus ennuyant. On va faire une coupe, on va afficher des chiffres. C'est les chiffres qui nous permettent de faire de la science, de faire des mesures. Donc voilà les mêmes spectres, on fait une coupe, et c'est ça qui sort. C'est la même chose, mais en ennuyant. On a le bleu ici, l'infrarouge là, c'est la longueur d'onde exprimée en microns. Et chacune de ces traits noirs, de ces raies que vous voyez avant, est devenue maintenant en traits verticaux. Il y en a beaucoup parce qu'on a condensé. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est cette enveloppe en forme de cloche, qui est la description d'un corps noir. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi un corps noir brille. Enfin, c'est l'histoire des Allemands. On ne va pas chercher à comprendre. Le corps noir brille. Et ce qui est intéressant, c'est que cette courbe est déterminée exclusivement par la température. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, d'où cette petite détour sur le spectre, etc. Parce que simplement en voyant où cette courbe touche son maximum, on sait exactement la température du corps noir qui a émis ce spectre. Allons-y. Je vais dessiner 3 courbes de corps noir. 10 000 degrés, 6 000 degrés, 3 000 degrés. Bon, il y en a 2 que vous êtes d'accord avec moi, ça ne va pas du tout. Et il y a une, la jaune, dans laquelle le maximum est à peu près bien trouvé. Bon, dans les ailes, je m'éloigne un peu, ne vous préoccupez pas, après on fait beaucoup plus de calculs et les choses collent bien. Hein. Mais ici, pour faire rapide, on a fait une approximation simple. Ce qui est important, c'est que le maximum coïncide, ce qui me permet de dire la température de la photosphère de ce disque, c'est de 6000 degrés. Affaire finie, j'ai mesuré la température du Soleil, c'est 6000 degrés. Maintenant, on s'intéresse à la couronne, on va faire pareil. Hein. Écoutez, une fois qu'on a trouvé la méthode, on continue. Donc, je fais un spectre de la couronne et je l'affiche. On va faire un spectre ici. Voilà ce qui sort. La même longueur d'onde. On retrouve cette cloche qui ressemble à un corps noir. Les raies ont disparu. Ça, c'est un... Bon, écoutez, on va oublier parce que ce qui nous intéresse, c'est le maximum. Hein. Donc, les raies ont disparu, on oublie. Bon, allez, c'est un corps noir, ça ressemble à un corps noir. J'ai mis mon corps noir, jaune. Bon, il est un peu décalé à droite, donc on avait dit que le jaune c'était 6000 degrés. Peut-être que ce n'est pas 6000 degrés, c'est moins que ça. Mais à peu près, on est là. Pour l'infini, on a mesuré la température de la couronne, elle est 6000 degrés, comme celle de la photosphère. On est 1910. Et maintenant, la tête commence à tourner. Un moment. À 6000 degrés, pourquoi j'ai la courbe de corps noir et je n'ai pas les raies? Parce qu'un gaz à 6000 degrés, il va absorber à certaines longueurs d'onde en fonction des atomes qui sont là. C'est ça que j'attends. J'attends la cloche, mais j'attends aussi beaucoup de raies qui absorbent à certains endroits. Pour avoir ça, c'est par exemple du métal solide. Mais la couronne faite de métal solide, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas trop la tête. Hein. Ces chevelures autour du soleil, des métals... Enfin, non, c'est plutôt gazeux. Hein. Donc, c'est pas des... Mais si c'est gazeux, il doit y avoir des raies. Où sont-elles? Et donc, petit à petit, on est au début du XXe siècle, ça... Oula, cette histoire de 6000 degrés, ça ne peut pas être vrai. Il y a quelque chose qui tourne par rond ici, on s'est trompé. La mesure des corps noirs n'est pas correcte. Qu'est-ce qui se passe ici? À peu près à ce moment-là, Bernard Liot, au pic du midi, invente les coronographes et il commence à faire des mesures de la polarisation de la couronne. Qu'est-ce que c'est que la polarisation? On le laisse pour un autre jour, si vous ne le savez pas. C'est des mesures sur la lumière de quelque chose qui s'appelle la polarisation. Bon, il mesure ici, là, à droite, à gauche, là où il peut. À chaque fois qu'il mesure, il voit que la polarisation, qui est un vecteur, est tangente au bord. Il ne pointe pas vers le soleil, il est toujours... Donc, si je mesure ici, je mesure comme ça, je ne mesure pas comme ça. Si je mesure là, je mesure comme ça et pas comme ça. Et ça, il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Et c'est ça, une des contributions de Bernard Liot. Une fois que Bernard Liot mesurera, on sait que cette couronne, c'est du gaz, et que la lumière qu'on voit n'a pas été émise par la couronne. Imaginez un électron, ou un proton, ou un atome quelconque qui soit dans la couronne. Pour qu'il soit polarisé tel que Bernard Liot l'a observé, il faut qu'il reçoive de la lumière qui vient de la photosphère et il la diffuse vers nous.
C'est le seul moyen. Donc la lumière qu'on a vue, ce corps noir sans ray, au fait, ce n'est pas de la lumière émise directement par la couronne. La couronne s'est limitée à diffuser la lumière qui venait de la photosphère. Et c'est pour ça qu'on a récupéré la cloche à 6000 degrés. Parce que ce n'était qu'un reflet de la température qui venait de la photosphère, réfléchi par ces électrons, protons, atomes qui étaient dans la couronne. Bon, très bien. Ça explique la polarisation de Bernard-Liot, mais si j'ai réfléchi la lumière de la photosphère, il y avait des raies. Où sont les raies? On est en 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, et 2 ou 3 astronomes en Europe commencent à réfléchir. Qu'est-ce qui se passerait si cet électron, au fait, il était en train de bouger dans tous les sens très rapidement? Comme il est en train de bouger, en fonction de la vitesse Doppler, il va éloigner la droite, à gauche, à droite, et il va finir par effacer toutes les raies. Est-ce que c'est ça la solution? Il diffuse la lumière qui vient de la photosphère, mais comme il n'arrête pas de bouger très vite, il est en train de diffuser, d'effacer toutes les raies. Essayons. Donc, à partir de ça, je dois arriver à ça. Parce qu'on a dit que c'est un reflet de ça, mais que les raies doivent s'effacer quand l'électron bouge plus vite, quand l'électron est plus chaud. Donc une petite simulation. Voici la température des électrons qui prend de la lumière photosphérique et l'envoie vers nous. Je la mets en route et on va voir si on arrive à effacer les raies. Ça marche. On est déjà à 200 000, 300 000 degrés. Pratiquement, on est comme à le spectre observé. Vous ne voyez pas trop de différence, mais dans la pratique, on voit suffisamment de différence pour laisser tourner encore, jusqu'à ce qu'on arrive à 1 million de degrés. Et là, le spectre est coincé. On est en 1950. Finalement, on connaît la température de la couronne. C'est 1 million de degrés. C'est des électrons, des protons qui sont là à 1 million de degrés, qui prennent la lumière de la photosphère, ils diffusent, ils effacent toutes les raies, ils ne laissent voir que la cloche à cause de cette température. Soulagement, vous pourriez dire, on a passé déjà 50 ans, au moins on connaît la température de cette chose qui est à 1 million de degrés. Mais comme très souvent en science, on ne répond qu'une question pour en générer une autre. Comment ça, 1 million de degrés? Le soleil était à 6000 et la couronne est à 1 million de degrés. D'où vient cette chaleur? Ça ne vient pas de l'intérieur, parce qu'à mi-chemin, il y a quelque chose à 6000 degrés. Donc, si on faisait l'équivalent, les prochaines fois que vous allez à la plage, faites attention, vous pouvez monter à 2 millions de degrés pour le même raisonnement. N'est-ce pas? Il y a le soleil qui vous chauffe à 6000 degrés, vous faites comme la couronne, la température monte, monte, monte. Ce n'est pas possible. Il y a une source de chauffage dans la couronne, propre à la couronne, qui n'a rien à voir avec les réactions nucléaires au centre, avec tout ce qui se passe dans le soleil. Quelle est cette source? On ne sait pas. Et voilà le problème du chauffage coronal. On a mesuré il y a 50 ans la température de la couronne, à 1 million de degrés. Quelque chose chauffe la couronne et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Bon, quand même, il y a eu des idées, hein? Donc on va explorer un peu. Donc voilà le résumé de notre problème. En fait, les 1 million, c'est simplement la température de base. On arrive à mesurer jusqu'à 10 millions des endroits de la température. Donc on ne sait pas qui chauffe, mais il est efficace. Alors, voici la couronne vue en rayon X. Voici des choses qu'il y a dans la couronne. Plus c'est brillant, plus c'est chaud. Et vous serez d'accord avec moi que quoi qui chauffe, c'est local. Il y a quelque chose là, dans la couronne, il n'est pas ici, il est ici, qui est en train de chauffer ces plasmas d'une façon très, très efficace. Alors, autre que voir quelque chose de très brillant, très chaud, la chose suivante que vous allez commencer à voir, c'est que les plasmas bougent le long des lignes. Des fois, ils sont comme ça. On a l'impression que c'est 3D, qu'il y a une autre qui monte comme ça. Vous voyez la taille de cette chose, hein, on ne parle pas de petites choses, c'est énorme. Alors, en astronomie, on a beaucoup de défauts. Et un d'eux, c'est qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose qui bouge dans une ligne droite, on dit que c'est un champ magnétique. Après, si on le mesure, il est là, tant mieux. Donc ici, on voit des choses qui bougent le long des lignes, et on suppose, et c'est vrai, qu'il y a des champs magnétiques, et que ce chauffage a eu lieu le long des champs magnétiques. Ah, ça c'est une piste. Ok. Les champs magnétiques ont quelque chose à faire avec le chauffage coronal. Voilà. On
avance petit à petit. Hein. Mais quoi? Alors, il y a deux idées. La première, c'est que l'énergie, elle est dans la photosphère. Vous voyez le mouvement de déplacement dans la photosphère? Donc, même que c'est à 6000 degrés, ces choses bougent, et donc il y a de l'énergie cinétique. Donc là, on a assez d'énergie. Suffisante pour chauffer la couronne autant qu'on veut. Simplement, il faut l'amener. Et les champs magnétiques peuvent nous aider à amener cette énergie de la photosphère vers la couronne. La première idée, voici une autre image dans laquelle on voit ces lignes de champs magnétiques. Et donc l'énergie est ici. 6000 degrés, oui, mais comme il y a des mouvements, si on arrive à convertir ces mouvements en chaleur, pas ici, mais ici, peut-être on arrive à chauffer. La première idée, c'est que le long de ces cercles, il y a des ondes qui passent. Et on les voit. Ces ondes portent suffisamment d'énergie pour chauffer la couronne. Magnifique. Sauf que, et là, au lieu de donner des équations, des arguments physiques, j'aime bien cette vidéo. C'est le même problème que la gare de Laval avec le TGV. Voilà la gare. On attend l'arrivée de l'énergie et de la photosphère qui va déposer de l'énergie. Les ondes arrivent, effectivement. Ils sont là. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'elle est là. Hein? Ils passent à 100 km par seconde. Ne s'arrêtent pas. Ils ne déposent aucune énergie dans la couronne. Et ils repartent de l'autre côté. Dommage. Donc l'idée des ondes était bonne. On voit les ondes comme on voit les TGV. On est dans la couronne, on les voit arriver, plein de passagers, mais ils ne s'arrêtent pas. On voit les ondes qui partent vers la couronne, plein d'énergie. On les voit passer par la couronne en suivant les champs magnétiques et on les voit revenir à la photosphère sans avoir déposé un seul joule. L'idée était bonne, mais ça n'explique rien. Bon, continuez à chercher. La chose suivante, c'est que les lignes des champs magnétiques, vous les voyez ici, ils ne s'arrêtent pas de bouger. Et de temps en autre, il se peut qu'ils se croisent. Et quand ça se croise, ça s'appelle de la reconnexion magnétique. Et ça fait une explosion. Vous le voyez ici, ça bouge et tout d'un coup, ça brille. Donc c'est peut-être ça. C'est les lignes des champs magnétiques, par son mouvement, quand ils reconnectent, ça génère de l'énergie suffisante. Bon, on a deux problèmes là. Le premier, c'est que des choses comme ça qu'on appelle des flares, si vous avez entendu ce mot, ou des fulgurations, ou des explosions dans la couronne, il n'y a pas assez pour chauffer la couronne. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le suivant. Alors, comment on comprend ça? Voilà un dessin qui essaie d'expliquer comment ça se passe. Si vous arrivez à comprendre, vous m'expliquez. Il y a beaucoup de lignes là. Il y a des gens qui sont des experts en ça. Il paraît que le point crucial, c'est la ligne verte que vous voyez fait un X. Or, ceux d'entre vous qui ont eu affaire aux lois de Maxwell sauront que deux lignes de champ ne peuvent jamais se croiser. Or là, elles se croisent. Ce qui est interdit par Maxwell. Alors, on est mal parti. Bon, j'ai cherché un peu plus dans la Wikipédia pour voir s'il y avait d'autres images plus claires pour que je puisse comprendre. J'ai trouvé ça. Il y a les lignes de champ qui se rapprochent. Ici, on ferme les yeux. On laisse la chose se faire parce que c'est interdit par Maxwell. Et quand on le ouvre, il y a de la chaleur. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je ne trouve pas ça trop satisfaisant. C'est un processus magique. C'est vrai que dans les solides, on voit des lignes qui se rapprochent et que ça explose. Donc, quelque chose se passe ici qui dépasse nos connaissances physiques aujourd'hui. Donc, peut-être ça contribue à chauffer, mais pour l'instant, cette histoire de maintenant vous fermez les yeux parce qu'il y a quelque chose qui se passe que vous ne pouvez pas voir, ça ne me va pas. Voilà. Deux mécanismes pour chauffer la couronne. Tous les deux ont des problèmes. L'un, c'est le TGV qui ne s'arrête pas. On le voit, il monte, il descend, il ne dépose pas de l'énergie. Ce sont les ondes. L'autre, c'est le phénomène mystérieux de la reconnexion magnétique, il arrive, mais pas assez souvent. Et même quand ça arrive, il y a un moment magique dans lequel on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que la situation n'est pas satisfaisante du tout. Bon voilà, jusqu'à il y a 3 ans, ma conférence serait finie ici. Je vous ai raconté tout ce que je sais sur la couronne. Le problème est trop compliqué. Il y a des gens qui travaillent depuis 50 ans, on ne va pas prétendre non plus être plus intelligent que les autres. Il n'y a rien à faire, le mieux c'est partir à la plage. Et
Voilà, on rigole, mais c'est sérieux. Donc, oublions. Je vous ai déjà tout raconté sur la couronne solaire, sur son chauffage. On va partir sur une autre chose, on va voir, on va s'amuser. Il y a beaucoup de problèmes scientifiques intéressants à résoudre. Donc, on va chercher ailleurs. De toute façon, le but ici, c'est de publier des articles. Et voilà tout. Donc, on peut aussi bien le faire à la plage que sur la couronne solaire, que de toute façon, on ne comprend rien. Mais on est quand même des scientifiques. Et quand on arrive à la plage, on ne peut pas se satisfaire de boire une bière devant les vagues. On n'arrête pas de regarder les vagues. Et des fois, il y a des choses très bizarres qui arrivent. Donc, vous voyez ici cette photo des vagues sur une plage du Pays Basque espagnol. Il y a une vague ici qui est en train de déferler, et une autre qui se suit là, magnifique. Et il y a une ici au milieu. Et plus vous réfléchissez, au cas où je ne me suis pas bien exprimé, on a oublié le soleil, d'accord, hein? N'essayez pas de faire des relations, il n'y a aucun rapport avec le soleil. J'ai changé complètement de sujet ici. Donc, qu'est-ce que cette vague fait là au milieu? Pourquoi elle est au milieu des autres? Pourquoi elle ne continue pas? Et au début, il dit, écoute, arrête, c'est avec tes histoires. Mais plus tu y réfléchis, plus ça ne va pas du tout, cette histoire. Et mais qu'est-ce qui se passe? Et donc tu essaies de dire, je sais écrire une vague, moi, avec une fonction mathématique, un cosinus, des choses comme ça. Et quand tu essaies, tu dis, bah, non, mais celle-là, je ne sais pas écrire la fonction qui décrit celle-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un point là qui ne va pas du tout. Donc peut-être avec les vagues, on est un peu... Je vais les dessiner comme ça. Vous voyez ici, il y a l'onde, et il y a une crête, une vague, qui est là et qui finit nulle part, au milieu de deux autres. Pourquoi? C'est quoi ça? Et donc, vous essayez de décrire ça en fonction mathématique. La meilleure façon, c'est avec une exponentielle. Je m'excuse si vous n'êtes pas du côté mathématique, faites une petite parenthèse, j'y reviens tout à l'heure. Hein. Et vous commencez à réfléchir, vous vous rendez compte que cette onde exprimée de cette forme-là, à ce point précis, ce paramètre, la phase, n'est pas défini. Il y a une singularité de la phase, une dislocation. Ça, apparemment, dans les plages du Pays Basque, ça arrive tout le temps, mais aux physiciens, il ne les a pas venu à l'esprit que jusqu'aux années 70, 1970, malgré le fait qu'au Pays Basque, c'est tout le temps. On appelle ça une dislocation depuis 1974, si ma mémoire est correcte. On les a trouvés d'abord dans des ondes acoustiques, les sons, et depuis à peu près partout, en particulier dans les vagues et dans la plage, mais aussi dans le désert de Namibie. Ça, c'est un copain qui est parti en Namibie. Qu'est-ce qui m'a amené un souvenir? Une photo. Mais ouais, c'est très intéressant parce que si vous regardez les petites vagues là, clac, dislocation, clac, dislocation, clac, dislocation, partout. Quelque chose qu'on a découvert en 1974 et il est partout. On a déjà les vagues, les sons, je ne vous ai pas montré, mais c'est là où il était découvert. Maintenant, c'est le sable du désert qui fait ça. Oh, soyons un peu plus sérieux. Une onde électronique, une fonction d'onde de l'électron. C'est une expérience faite par Berry en 1980. Et ici, si vous regardez, il y a toute une série de dislocations. Là, au lieu d'être une seule, il y en a plusieurs. Hein. C'est comme ça. Ce n'est pas une face. Et donc, au lieu d'avoir une, c'est une ligne de dislocation. Mais le phénomène est le même. La face n'est pas définie dans cette ligne, pareil que la phase n'était pas définie dans ce point-là. Donc c'est quelque chose de très commun dans toutes les ondes. Et d'autres ondes qui vous viennent à l'esprit? La lumière, c'est une onde. Et bien aussi. Voici l'onde que vous connaissez, que peut-être vous avez étudié, les ondes planes. Voici les fronts d'onde. Si vous mettez cette onde plane dans votre télescope, ce que vous voyez, c'est les taches d'Airy, avec ses anneaux. On a tous l'habitude de ça, ça vient de l'époque de Newton. Hein. À droite, une onde de lumière avec une de ces dislocations, qu'on appelle maintenant un vortex, qui n'a été découvert que en 1990, malgré le fait que c'est aussi habituel que l'autre. Hein. Et si vous la mettez dans votre télescope, au lieu de faire une tache d'Airy, il fait un donut. Et ce n'est pas un problème de mise au point. Hein. C'est vraiment, quand on est au point, ça fait un donut. Bon, moi, ça m'a beaucoup amusé, donc j'ai voulu le faire dans mon labo. Donc voici ce que j'ai fait dans mon bureau. J'ai d'abord essayé de reproduire les taches d'Airy, vous voyez les anneaux, hein, pour être sûr qu'il
que ma manip était correcte. Et à côté, j'ai généré ce type de lumière qu'on appelle un vortex de lumière. Et voici le donut qui est sorti, parfait. Donc même moi, j'arrive à faire ça. Et là, tiens, il y a des ondes dans le soleil. Ah, peut-être repartir à la plage, ce n'était pas une telle mauvaise idée. Donc, est-ce que mes ondes de moi, là, qui sont dans le soleil, ils ont aussi des choses comme ça? Et la réponse est oui. On a publié ça en 2013. Il y a l'équivalent des ondes planes et l'équivalent des vortex dans la lumière. Dans le soleil, on appelle ça sausage kink. Oui, la traduction ne se fait pas trop glamour, mais on les appelle comme ça. Et ces ondes-là se propagent dans l'atmosphère solaire. Et ils portent une dislocation. Voilà, j'étais tout content parce que c'était des choses qui ont été découvertes assez récemment. Donc voilà, j'ai laissé d'abord les équations de la magnéto-hydrodynamique permettent de faire ça dans le soleil. C'est ça qu'on a publié dans cet article. Mais aussi, on l'a vu, on l'a observé sur le soleil. Donc c'est pas seulement que la prédiction était là, c'est qu'on pouvait le voir. Donc voici un exemple, une tache solaire observée par des collègues espagnols. Ils ont mis une fente de spectrographe au-dessus. Donc une fente de spectrographe, c'est quelque chose de très étroit, qu'on va considérer que c'est unidimensionnel, comme si c'était une seule ligne. On va alimenter un spectrographe avec ça. On va faire de la spectroscopie et on va mesurer l'effet Doppler et on va mesurer la vitesse du plasma dans chaque point le long de cette ligne. Donc c'est ça qu'on voit ici. De 0 à 200, il passe ici de 0 à 200, tous les points. Et pour chacun de ces points, je mesure la vitesse le long du temps. Ils sont passés 2 ou 3 heures à faire ça. Et donc ils ont créé cette carte dans laquelle on voit des ondes qui sortent de la tâche et remontent. Il y a aussi des dislocations. J'étais tout content. Voilà, non seulement j'ai prédit la présence de dislocations dans les ondes solaires, elles sont observées, elles sont vraies. Une autre publication, voilà, on est déjà à 2, c'est sympa, aller à la plage, c'est plus utile qu'étudier la couronne, je vous dis. Ça ressemble beaucoup à ce que je vous avais montré tout à l'heure, on parle du même phénomène, mais bon, armé avec toutes les maths et toutes les équations, j'ai voulu reproduire exactement ce qu'il y a là dans les conditions solaires. Donc voici un premier essai. D'abord, j'ai mis une onde vortex au kink. Vous voyez, j'ai reproduit juste ce morceau-là. Et le reste, c'est peut-être que d'abord j'ai une onde d'un type, puis elle devient un autre, puis elle devient le premier. Ah oui, voilà, j'ai simulé ça, calculé ça. Voilà l'image qui obtient de mon modèle. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, que ça simule assez bien les observations. Même cette impression de qu'elle vous sourit. Et ça, au début, ça m'amusait comme vous. Et puis, à réflexion, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très subtil, que ce n'était pas prévu qu'il... Parce que je peux avoir aussi les tristes. Et donc, le fait que j'avais réussi à avoir les sourires, ça voulait dire que le modèle était en train vraiment de reproduire, au moins c'est comme ça que je le considère, la réalité. Je ne vais pas vous parler de pourquoi. Mais enfin, le fait que des deux côtés il nous sourit, c'était une bonne chose. Un autre article, hein, déjà 3, c'est sympa cette histoire d'aller à la plage. Et voilà ce que je pense qui s'est passé ce jour-là dans le soleil, dans cette tâche. Il y avait une onde de type sausage, qui après il a été substitué par une onde de type kink, et puis par une onde de sausage, tout ça en train d'onde qui monte depuis la tâche vers le haut, vers la couronne, et qui reproduit exactement ce que vous voyez dans ces observations-là, avec les dislocations. Bien. Des fois, il ne faut pas trop regarder les images, parce que quand on les regarde, il y a des mauvaises idées qui viennent à l'esprit. Et donc, c'est ça qui m'est arrivé là-bas. Il m'est venu à l'esprit de penser, qu'est-ce qui ferait un atome qui était là dans la tâche, en train de subir cette onde. Donc, en fait, pas un, imaginez 2 atomes, un qui est dans la position 63, là où il est les traits verts, et l'autre qui est dans la position 35. Si vous regardez ici, ici, hein, c'est la même chose, ça c'est mon modèle analytique, ça c'est les observations réelles. Si vous êtes ici, vous voyez blanc, blanc, noir, noir, blanc, blanc, ça veut dire que les 2 atomes étaient en train de bouger synchro. Par contre, si vous êtes ici,
blanc, noir, noir, blanc. Ils sont en train de bouger comme ça. Donc, au début, je suis comme ça. À la fin, je suis comme ça. Comment je suis passé d'une situation à l'autre? Ben, évidemment, il y a un qui a accéléré, l'autre qui a freiné. Hein. Je fais comme ça, et puis... très bien. Bon, pourquoi pas, hein. Il y a un qui a changé légèrement la fréquence. Et les deux, l'un pour l'accélérer, l'autre pour freiner pendant un instant, le temps de se mettre en antiphase, en quadrature, et puis ils ont continué. Sauf que j'ai réussi à faire ça sans toucher la fréquence. Et ça va à l'encontre de tout un tas de théorèmes, commençant par les théorèmes de Fourier. Et au fait, il a fallu attendre 1990 pour que les mathématiciens se rendent compte que ça c'est possible. On appelle ça des super oscillations. Et c'est une chose très bizarre. Peut-être parce que ça fait à peine 20 ans qu'on connaît ça, du point de vue mathématique et encore moins du point de vue physique. Donc c'est très récent et je pense qu'on n'arrive pas encore à les saisir correctement. Mais les ondes sont capables d'aller plus vite que la fréquence qu'on les assigne. Si vous ne comprenez pas, vous ne vous préoccupez pas. Ce qui est important, c'est que localement, dans un endroit très précis, l'onde peut aller plus vite. Voilà ce qu'il faut retenir. Et le reste de l'onde n'a pas changé, mais localement, elle va plus vite. Et ça a été découvert dans des sondes quantiques. Et maintenant, moi, je l'ai trouvé dans les sondes solaires, les super oscillations. Bien. J'ai voulu mesurer ça. Donc je me suis mis mon modèle analytique et j'ai regardé quelle était la fréquence d'oscillation partout, point à point. Et ce que le théorème de Fourier dit, c'est que cette image-là, elle devrait être bleue partout, tout le temps. Quand je suis dans l'onde plane, elle l'est. Quand je suis dans l'onde kink, elle l'est. Mais mi-chemin, juste là, dans la transition, ces trois images appartiennent à ce moment-là. Vous voyez qu'il y a des taches rouges qui apparaissent. La couleur indique les rapports entre la fréquence locale et la fréquence globale de l'onde. Plus c'est rouge, plus l'onde va localement, vite, mais localement, seulement à cet endroit-là. Donc là, si vous regardez, c'est un facteur 5, donc jusqu'à 5 fois plus vite. Donc les ondes dans le soleil, ils se baladent vers la couronne dans une période de 3 minutes, 180 secondes. Mais ici, ils vont 5 fois plus vite. Donc 180 divisé par 5, de l'ordre de 30 et quelques secondes. Donc localement, à ce point-là, juste au moment de la transition, l'onde se met à osciller en à peine 30 secondes. Ouais, c'est curieux quand même, hein, cette histoire de, tu vois, une onde de 3 minutes, comme ce qu'observe tout le monde, mais tu sais que sur un point petit, pendant quelques secondes, ça se met à osciller très vite. Donc voilà, les modèles. Là, ici, il y a cette chose de très rigolote qui se passe. C'est des sondes... Ah, attendez. On va mettre tout ça ensemble maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. On était parti à la plage, parce que les problèmes de chauffage coronal étaient intouchables, trop compliqués. On est parti avec cette histoire des ondes bizarres, avec des dislocations, des singularités. On les a trouvées sur le soleil. Et là, il y a une série d'idées qui viennent de se mettre en place. La première, c'est qu'on est en train de parler d'ondes qui partent de la tâche et qui vont vers la couronne. C'est notre TGV qui est parti de Paris. Mais ces ondes-là, maintenant, on voit qu'ils super-oscillent. Donc, elles super-oscillent dans la couronne. Et je vous propose maintenant une petite expérience. Vous prenez votre main et vous commencez à vous gratter la tête. Et vous le faites doucement. Ça va, ça va donner un petit plaisir, ça va. Maintenant, vous faites plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe. Et bien, la même chose se passe dans la couronne solaire. Plus l'onde va vite, plus elle chauffe. Jusqu'à maintenant, pas de souci. Avec des périodes de 180 secondes, ça ne chauffait pas grand-chose. On se gratte tranquillement, ça ne fait aucun effet. Mais tout d'un coup, on a trouvé un phénomène inconnu des mathématiciens, inconnu des physiciens jusqu'à il y a 10 ans, qui fait que dans un endroit très petit, pendant une très petite période de temps, l'onde se met à osciller 5-10 fois plus vite. Est-ce que, par hasard, ça chauffe assez?
Bon, j'ai laissé ce transparent en anglais, exprès, parce que j'ai passé quelques mois à faire ces calculs, donc maintenant, vous les prenez. Ça, je ne travaille pas pendant quelques mois à faire des calculs pour que je ne puisse pas les montrer. Hein. Je dois vous dire que cette expression ici, qui donne le chauffage en fonction de l'onde, elle peut vous paraître très compliquée. Si vous avez vu d'où je suis parti, elle vous paraîtrait très simple. Donc, elle est très très simple en fait. Au moment où j'ai publié ça, je ne le savais pas, mais c'est la première fois qu'une fonction de chauffage est écrite du point de vue analytique. On était tellement ignare de qu'est-ce qui pouvait chauffer la couronne qu'on n'avait aucune expression pour cette fonction. Les gens mettaient n'importe quoi ad hoc parce que tu ne connais rien, bah, tu mets ce qui te vient à l'esprit, avec plus ou moins d'intuition physique. Mais ici, sans le vouloir, j'avais trouvé une expression analytique du chauffage. Donc ça, c'était très sympa. On l'a publié. Et voici ce qu'on a publié. Alors, je vais monter ici maintenant. Le plot est un peu compliqué, vous m'excuserez, mais la première chose qu'il faut retenir, c'est ces traits rouges. Ces traits rouges, ce sont les pertes radiatives dans la couronne. La couronne émet de la lumière, pas la lumière diffusée que je vous ai montré au début. Après, il y a des petites émissions propres qui se font dans la couronne et qui portent de l'énergie et qui refroidissent. Donc, si vous voulez chauffer la couronne, il faut que vous apportiez plus de chaleur qu'il ne part pas en radiation. Donc, il faut que votre fonction de chauffage dépasse les traits rouges. Les ondes normales, c'est l'image du TGV qui ne s'arrête pas dans la gare, c'est les traits verts. Vous voyez qu'il ne touche pas les traits rouges. Donc, effectivement, les ondes arrivent, comme le TGV, plein d'énergie, mais ils passent sans s'arrêter, ils ne font rien, ils n'arrivent pas à dépasser les pertes radiatives, donc ils ne chauffent pas. Les bleus, c'est quand j'incorpore cette fonction analytique que j'ai trouvée avec les super oscillations. Et vous voyez qu'il commence à dépasser plus, sur à peine 10 secondes. Il y a un énorme pic qui dépasse les traits rouges, localement, pendant une période courte de temps. Donc apparemment, ça chauffe la couronne. Ces super oscillations associées à des dislocations chauffent la couronne. Donc, coup de bol pour vous, parce que jusqu'à il y a une semaine, c'est tout ce que je pouvais dire. Ah, je suis très content, j'ai une fonction analytique, et apparemment il chauffe la couronne, mais maintenant il y a 5 équations comme ça qu'il faut résoudre, j'arrive pas, il faut des super ordinateurs, et voilà, j'avais plus rien à vous dire. J'étais très excité, mais pile la semaine dernière, donc on aurait dit qu'on a mis la date exprès, finalement les premiers résultats des codes numériques sont sortis des super ordinateurs. Il a fallu une collaboration avec des gens de la NASA, avec des gens aux Canaries pour les ordinateurs, et ils sont arrivés la semaine dernière. Enfin, les premières qui marchent. Parce que, enfin, ça a pris beaucoup de temps pour mettre en place tout. Et vous verrez ce qui se passe. Je simule une de ces lignes. D'accord? Une seule. C'est déjà ça. Elle part de la photosphère, elle remonte dans la couronne, elle descend dans la photosphère. C'est cet axe-là. Je pars de la photosphère, je remonte dans la couronne, et je reviens à la photosphère. Quand je suis dans la photosphère, la température est 6000 degrés, mais devant un million de degrés, on va dire que c'est 0. Hein, 6000 est 0, comparé à 1 million. Quand j'arrive à la couronne, ça monte autour d'1 million. On va dire que c'est l'état stable de la couronne. Hein. Et puis, quand je redescends, ça redevient à 0. Les autres, bon, c'est la densité, la pression et la vitesse, mais on va les oublier aujourd'hui. Jusqu'à la semaine dernière, toutes les simulations qui avaient été faites par tout le monde comme ça, ce qu'ils voyaient, c'était que je démarre la vidéo, les pertes radiatives se mettent en place, et ça s'effondre. Ça fait... Et toute la couronne descend à 6000 degrés. Et quoi qu'on met là-dedans, la couronne n'est pas chauffée. Et donc on a mis notre fonction, avec les super oscillations, et voici qu'est-ce qui se passe. Ah, vous pouvez imaginer mon état d'excitation. Non seulement il ne s'effondre pas, mais il monte tellement loin qu'il a dépassé les bords supérieurs de la figure. Et, oh les gars, quand même, pourquoi ça arrête à 10 millions Vous ne pouvez pas me montrer un peu plus haut? Et donc, ok, on te met jusqu'à 20 millions, que tu puisses voir. Elle monte jusqu'à 15 millions de degrés. Ici, il y a le temps en heure. Je vais la démarrer, elle démarre à 0. Et si je le passe lentement, voilà le point initial.
bouge rien. Pourquoi je bouge rien? Voilà. 0.03 heures, ça fait 60 divisé par 100, ça fait 0,6 x 3, 0,18. Donc une minute et quelques. Il y a déjà une petite bosse, après une minute. 2 minutes, 3 minutes, on est déjà à 5 millions de degrés. À partir de là, il y a des vitesses dans tous les sens, donc des chocs qui se propagent à fur et à mesure que la température est en train d'exploser. On arrive jusqu'aux 15 millions de degrés. À partir de là, mon onde est déjà parti. Le TGV qui a déposé tous les voyageurs à la gare est déjà de l'autre côté de la photosphère. Je n'ai plus de chauffage qui me reste. Donc là, il va tranquillement refroidir. Et une heure plus tard, je suis encore à 7 millions de degrés. Une heure plus tard, la couronne, la radiation n'a pas encore réussi à refroidir la couronne. Ce qui est intéressant, c'est que je sais que je fais partir un TGV tous les demi-heures. Il y a des ondes comme ça, avec les dislocations et les super-oscillations qui partent environ tous les demi-heures. Donc en fait, maintenant, depuis une semaine, j'ai le problème contraire. Maintenant, on essaie de travailler pour refroidir. Parce que maintenant, on chauffe trop. La couronne est à 1 million de degrés. Donc il faut qu'on soit moins efficace. Mais c'est un problème bienvenu, comme vous pouvez imaginer. Parce que... Donc voilà, c'est coup de bol que ce soit passé la semaine dernière. Donc là, je suis très excité de vous présenter ça. Soyons sérieux, ça c'était des résultats que maintenant il faut tester pendant des mois et après on essaiera de publier, il va passer dans les mains des référés et dans toute cette période peut-être on va trouver qu'on a fait une gourde et dans quelques mois je vais dire désolé les gars, je vous ai raconté n'importe quoi, ça ne chaufferait absolument à rien parce qu'on s'est trompé. Mais enfin pour le temps qu'il est, voilà, on est très excité parce que les super oscillations existent, les dislocations existent, les chauffages existent et on croit que ça chauffe. Magnifique. Comme vous pouvez imaginer, avec une telle excitation, il faut confirmer observationnellement. Donc la chose suivante, c'est remonter au pic et il faut mesurer ce champ magnétique et ces vitesses là. Il ne suffit pas de faire des images, il faut mesurer maintenant pour confirmer que ces sondes-là super oscillent et ils les font comme il faut, ils le font comme on l'a calculé et que c'est vraiment la source de chauffage au moins de ces boucles. Je ne sais pas ce qui se passe là où il n'y a pas de boucles, mais au moins là. Et donc, c'est pour ça que depuis un moment, on avait commencé à penser, ici à l'IRAP, mais avec les observateurs associés au pic du Midi, qu'on avait besoin d'un nouveau coronographe qui non seulement fasse des images, mais mesure les vitesses et les champs magnétiques. Et on s'est lancé dans ce projet-là, qu'on appelle C3, coronographe numéro 3, on est des originaux. Hein. Donc voici un gris, c'est l'état actuel de Climson. Il y a les coronographes 1 et 2, il y a la lunette L1. Tous ces trois, vous les avez vus combinés dans l'image. Hein. La photosphère, il est mesure par là, les protubérances par lui, et la couronne verte par lui. Et maintenant, on va ajouter un nouveau tube, C3, avec une lentille, un objectif de 40 cm, focal, etc., une image de 2.6 rayons solaires, et surtout un polarimètre de Lyon qui mesure la polarisation à plusieurs longueurs d'onde afin d'avoir des informations sur les champs magnétiques et les vitesses. Voilà le projet. Et au moment où on avait tous mis ensemble tous ces chiffres, il m'est arrivé d'être dans un restaurant avec le directeur de l'Observatoire national solaire des États-Unis, qui est un bon ami. Il me dit, ah tu sais, Evans ferme. Je sais, ça vous parle pas, hein. Mais pour moi, c'est Evans ferme. Et ça va parler pour vous très vite. Voici une liste de tous les coraux au monde. En rouge, ceux qui n'ont jamais fonctionné ou qui sont fermés. En vert, ceux qui fonctionnent. En gris, ceux en construction ou en projet. Vous voyez les verts? Les plus grands, c'est nos collègues slovaques, 22 cm. Puis il y a nos collègues américains, 20 cm. Et puis il y a nous, 20 cm au pic du Midi. Nos collègues américains sont à Mauna Loa. Et les Slovaques sont dans les Tatras. Si vous allez visiter, c'est un endroit magnifique, je vous le recommande. En espace, on a encore l'ASCO qui marche sur SOHO, qui fait 4,7 cm. Et il y a un nouveau satellite qui va être lancé pour l'observation solaire avec des instruments très poussés, très impressionnants, avec un coronographe qui fait 4 cm.
Donc les plus grands coraux sont notre Terre, et il y avait Evans, qui est en train de fermer. Et c'est 3. Et au-dessus, 3 télescopes qui n'ont jamais marché, et un projet américain qui n'est pas financé. Et tout d'un coup, c'est, oh la vache, on est en train de construire les plus grands au monde. Et là, c'est curieux parce que je vous ai expliqué toute l'histoire des chauffages coronal, et j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a quelque chose d'intéressant de science à faire. Mais pour les politiciens, on va construire les plus grands au monde. Les plus grands quoi, on s'en fout. C'est les plus grands au monde. Et ça marche, les rêves. Ça marche. Dès qu'on va construire les plus grands au monde, ça marche. Tout le monde est excité. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais c'est les plus grands au monde. Donc, bon, d'où l'excitation pour moi. C'est non seulement on a une proposition de mécanisme, on a un endroit magnifique pour observer, et on pense qu'on va pouvoir construire les plus grands au monde. Il suffit qu'on ne perd pas trop de temps parce que les Américains, là, ils sont avec 1 mètre et ils peuvent nous doubler vite. Hein. Donc voilà, on a commencé vite, l'équipe technique à l'IRAP est en marche. On commence à voir des descentes techniques avec de la taille, des tubes en composite carbone qui peuvent commencer à mettre en place. Toute l'optique est dessinée, voilà, c'est parti en arrière, vous la voyez ici, avec des disques occultaires, caméras, lentilles, blablabla, tous les machins qu'il faut. Bref, on est en pleine excitation, et par la possibilité scientifique qu'on ait résolu un gros problème solaire, et par un instrument qui peut-être sera le plus grand au monde. Et avec ça, je vous remercie. Bon, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, allez-y. Les ondes avec les dislocations, c'est quoi leur origine? Par exemple, dans la mer, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des dislocations? Alors, oui, c'est une question récurrente. Et la réponse honnête, c'est... Je vais vous donner 3 réponses. La réponse honnête, c'est « je ne sais pas », très souvent. La deuxième réponse, c'est « pour l'instant, je m'occupe de pourquoi il y a des enfants, les sexes, je les laisse à part. Je m'occupe du fait qu'il y a des ondes disloquées, je ne sais pas comment elles sont faites. Mais quand même, comme d'habitude, on a quelques idées. Donc, dans le soleil, là où je me sens plus à l'aise, c'est con de dire ça, hein. On se sent plus à l'aise dans le soleil que dans la plage. Enfin, c'est le fait qu'on a propagation le long d'un cylindre. C'est les structures, la symétrie cylindrique qui génère ça. Au fait, la solution a été donnée par Bessel, sauf qu'on n'a pas remarqué qu'il y avait au centre de l'axe, il y a un point. Et lors de la transition entre un mode d'oscillation et un autre, c'est là où les choses amusantes arrivent. Et ça, Bessel n'a pas regardé. Dans la plage, quand j'ai parlé longtemps. Ah, voilà. Alors, dans l'ordinateur, je sais créer une onde qui a cette gueule. Si je envoie une onde dans cette direction et je la fais interférer avec une autre qui est légèrement inclinée. Donc, je suppose que ce qui se passe, c'est que ces ondes-là qui viennent du large, ils rebondissent. Je ne sais pas si ici ou ici, l'onde réfléchie prend un petit angle, et ce qu'on voit ici, c'est l'interférence de l'onde qui arrive avec l'onde qui repart avec un petit angle. Je suppose. C'est tout ce que je peux dire. Mais en tout cas, c'est des choses très générales. D'ailleurs, il y a un article qui m'appassionne toujours, du gars qui a découvert ça, pas la plage, les ondes de dislocation, dans lequel il prend un volume, disons 16 chambres, et il lance des ondes sonores, comme celles que je suis en train de mettre, planes, et qui rebondissent dans les murs et se mettent à interférer. Et il démontre, mathématiquement, que 30% du volume de cette pièce est en train de super osciller, simplement par les ondes sonores qui interfèrent. Donc, les simples interférences des ondes peuvent donner lieu à ça. 30%. 30% de cette pièce qui était complètement passée sous les radars de tous les physiciens. Ça fait tout la tête. Mais voilà, c'est l'interférence des ondes, après lesquelles, à chaque fois, ça demande de la cogitation.
intuitivement, c'est l'histoire d'un secret de la tête. On voit que le frottement, et en fonction de la fréquence, est capable de chauffer. D'accord? Et ce qui se passe dans la couronne, c'est que chacun des sessions par séparé, on va lui communiquer l'onde, il va essayer d'osciller, mais quand il monte, si à côté il y a un ion qui ne bouge pas, ou en face il y a un ion qui n'a pas encore compris l'onde, il va taper, et le choc n'est pas élastique, il est inélastique. Et donc il peut transmettre des mouvements. Voilà. C'est pas seulement la transmission de l'onde, il va commencer à bouger dans n'importe quel sens parce qu'on lui a tapé dessus. C'est par ça qu'on veut dire par visqueux, c'est du frottement dans un fluide. C'est un peu comme on avait symbolisé le mouvement des électrons. Oui, enfin, température, chaleur, ça veut dire toujours mouvement aléatoire dans tous les sens. Plus la température est haute, plus elle est vigoureuse, plus il est à des vitesses plus importantes. Donc pour chauffer, il faut taper sur le fluide. Mais si on tape toujours dans la même direction, ça ne fait pas de la température parce que tout le fluide se met en mouvement dans une direction. Il faut taper de façon désorganisée. Et donc pour cela, il faut que, voilà, qu'il y ait des frottements avec des choses à droite à gauche, un peu aléatoires, et c'est pour ça que tout se situe sur les statistiques. Donc il y a un mouvement dirigé qui est la propagation de l'onde, puis il y a une contribution qui est désorganisée, qu'on appelle viscosité. Et c'est celle qui peut chauffer, si on le fait de façon suffisamment efficace. Donc la viscosité, à nouveau, c'est pas seulement pour le soleil, c'est dans tout le fluide, il y a de la viscosité ici. Et la viscosité frotte. Le frottement, c'est une espèce de viscosité très solide. Et ça produit la chaleur parce que c'est désorganisé. Je voulais savoir si c'était pas une question de transfert de chaleur par radiation aussi. Non, c'est vraiment le mouvement de l'interaction entre ions. On fait de la radiation, il y a de la radiation qui est sur place, mais le gaz il est tellement peu dense que quand un photon il est émis, il part. Il ne touche rien d'autre, il n'y a pas assez d'atomes pour le réabsorber. Donc la radiation, la seule chose qu'il fait, le rayonnement, c'est prendre de la chaleur, prendre de l'énergie et partir. Il ne chauffe plus. Bon. On va remercier notre conférencier. Merci à vous pour votre attention.